Bonjour à tous, Zénat Nazaroudine, responsable marketing Microfocus. Bienvenue à notre webinaire Service Virtualisation 4. Nous allons démarrer et donc ce webinaire sera animé par notre consultant expert Guillaume Alex. Avant de démarrer et de vous parler de l'agenda, juste un petit rappel sur l'outil. Donc, pour assurer le confort de tous les participants, on a muté toutes les lignes. Et comme vous pouvez le voir sur la slide qui s'affiche, vous pouvez poser vos questions à tout moment dans le module questions qui se trouve en bas à droite de l'écran. Et vous pouvez également télécharger la partie slide sur le module Handout qui se trouve également en bas à droite de l'écran. Voilà, donc concernant l'agenda, que va-t-on découvrir aujourd'hui? Une introduction de la solution, les principes et les bénéfices à retenir, les nouveautés de la version 4, bien sûr, suivi d'une démonstration, et on finira par les points clés à retenir et une session de questions-réponses. Voilà, donc Guillaume, je te passe la main. Merci Zénat, bonjour à tous. En introduction, j'aimerais juste faire un état des lieux par rapport au marché de l'IT actuel pour bien savoir de quoi on parle quand on parle de virtualisation de services, quels sont les défis auxquels on va répondre. La première chose qu'on peut simplement citer, c'est que aujourd'hui, on demande à l'informatique d'aller plus vite. On l'a vu avec l'émergence des méthodologies agiles, mais pas seulement, puisqu'on voit aussi tout ce qui est livraison et intégration continue qui s'applique désormais sur des méthodologies de développement plus classiques et à plus grande échelle des initiatives DevOps qui sont plus à l'état de concept mais vraiment à l'état d'implémentation pour un certain nombre d'entreprises. Ça amène aussi la demande de flexibilité pour l'IT, notamment en tirant parti du cloud, des offres SaaS et on va avoir émergé de plus en plus d'infrastructures hybrides avec un mélange de cloud, de SaaS, mais aussi de solutions qui sont toujours hébergées dans le réseau d'entreprise avec des intégrations à gérer entre l'externe et l'interne, avec des conditions idéales en termes de sécurité, en termes de fiabilité, etc. Et ça va se faire dans un environnement qui, en termes d'architecture, d'écosystème, est de plus en plus complexe, ce qui ajoute au défi donc de vélocité et de flexibilité, puisque aujourd'hui on est sur des architectures qui sont plus du tout monolithiques depuis bien longtemps. On parle d'architecture composite. On voit l'émergence des microservices, notamment avec tout ce qui est application cloud ready, mais pas seulement. Et de manière générale, on a des intégrations finalement qui vont se faire dans tous les sens entre modules applicatifs, entre systèmes internes et externes. Et cet état des lieux m'amène en fait à partager avec vous deux constats. Le premier, c'est que toutes ces choses font que on a des contraintes qui sont de plus en plus fortes pour les équipes qui doivent délivrer les applications. Et réduire ces contraintes n'est plus une option parce qu'ils ont des objectifs effectivement pour livrer plus vite sans sacrifier pour autant la qualité des applications. Donc ça, c'est un premier point, un premier constat. La deuxième chose, c'est qu'on a des intégrations partout. Donc les API, les interfaces, finalement, on les retrouve partout. Qu'on parle de SaaS, qu'on parle de PaaS, d'IaaS, tout est as a service maintenant et on va avoir avec des nouvelles générations d'applications, des API entre applications mobiles s'appuyant sur REST avec des systèmes legacy. Donc il y a plein d'exemples, on va dire historiques, c'est pas nouveau, ou plus récents, où on voit ces interfaces se multiplier avec des technologies qui demandent aujourd'hui de gommer les dépendances, de mettre de l'huile dans les rouages pour répondre aux nouveaux défis de l'IT. Ça nous amène à parler un peu plus en détail de la problématique quand on va parler de virtualisation de services et à présenter les principes et bénéfices de notre solution. Ce qu'on va voir là au travers d'un exemple, on a une nouvelle application qui doit être développée, testée par une équipe qui se retrouve en bleu au milieu de l'écran avec un canal web, un canal mobile. Mais cette application, elle va potentiellement s'appuyer sur des composants existants dans le réseau d'entreprise, des solutions pérennes qui peuvent poser des problèmes d'indisponibilité, de limitation en termes d'accès, de représentativité des données ou de dimensionnement si on parle de tests de performance par exemple. De manière générale, on a des dépendances. Et ça, c'est aussi le cas quand on contractualise avec des partenaires, quand on fait du SaaS, quand on travaille dans le cloud, avec des interactions entre des systèmes internes et des systèmes externes. Donc, il y a plein de cas possibles qui peuvent expliquer effectivement qu'on ait des contraintes pour cette équipe ou ces équipes de développement et de tests qui vont travailler sur cette nouvelle application. Et la virtualisation de services, en fait,
va permettre d'industrialiser, de rationaliser une pratique qui n'est pas nouvelle, qui est en fait la création de bouchons applicatifs pour s'affranchir de ces contraintes, mais avec un logiciel et une organisation qui va autour de ce logiciel, qui va permettre de travailler dans de meilleures conditions, de travailler aussi sur le patrimoine de services virtuels ou de bouchons applicatifs, et de ne pas rester sur des pratiques ancestrales qui consistent à développer un bouchon dans un coin, à développer un autre bouchon qui potentiellement va faire la même chose dans une autre équipe. Il n'y a pas de partage, il n'y a pas d'industrialisation, il n'y a pas de gain vraiment, et on reste sur des choses en général qui sont basiques. On va aller plus loin avec une solution logicielle telle que Service Virtualisation, ce qu'on va s'attacher à démontrer dans les minutes qui viennent. Donc, la problématique, on en a parlé. La solution, en tout cas, c'est de fournir des services virtuels. Pour faire simple, on va créer une configuration, un squelette, et puis après, on va lui donner un comportement. Donc, on va travailler sur les données, sur le modèle comportemental, et potentiellement, c'est pas forcément obligatoire, c'est optionnel, on va aussi pouvoir simuler des temps de réponse. Donc, on va être sur une phase de conception, de design. On va avoir un accélérateur qui vient avec notre solution logicielle qui permet de faire de l'apprentissage, donc de capturer finalement sur la base des composants réels quand ils sont accessibles et disponibles, leur comportement, même leur performance, et de constituer comme ça un modèle de simulation plus rapidement. Donc la simulation, effectivement, ça va être la dernière étape qui va consister à mettre à disposition ces services aux consommateurs, aux utilisateurs, de manière à leur permettre de travailler avec des réductions de délai, avec moins de contraintes, avec une couverture de tests qui soit plus adaptée pour effectivement développer et livrer des applications dans les temps sans pour autant sacrifier la qualité de ces livraisons. Donc, on est sur des bénéfices directs qui sont sur des axes de disponibilité en permanence et de manière beaucoup plus rapide des environnements de développement et de test, ce qui va permettre de développer plus tôt et forcément de tester plus tôt, plus et plus souvent, et avec un bénéfice direct sur la réduction des coûts et des risques. Maintenant, si on regarde le logiciel service virtualisation de Micro Focus, les principaux composants vont être un outil de design, le designer, donc qui va permettre de concevoir les services virtuels. Donc, on est sur une approche graphique, donc conception rapide et intuitive. Et c'est une solution qui est autonome parce qu'elle va permettre aussi de passer les services virtuels qu'on a conçus en mode simulation et donc de les tester, de les valider, s'assurer qu'ils répondent aux besoins. Le besoin étant de répondre aux stratégies de développement et de test pour réduire les contraintes et respecter en fait donc les plannings, les coûts et garantir une qualité optimale au niveau des livraisons applicatives. Une fois qu'on a fait ce travail de conception, qu'on a validé que les services répondaient aux besoins, on va pouvoir les mettre à disposition sur un serveur qui va amener d'autres fonctionnalités comme une interface de gestion web avec des habilitations qui peuvent être gérées en fonction des profils utilisateurs. C'est aussi une architecture qui est conçue pour supporter la charge, donc on ne va pas seulement adresser le développement, les tests unitaires et les tests fonctionnels, on va pouvoir aussi faire du test de charge et de performance avec des services virtuels pour pouvoir tester l'application en elle-même sans forcément avoir derrière un environnement correctement dimensionné. Ces services virtuels vont permettre vraiment d'optimiser les temps de réponse sur l'application qu'on a en cible. Alors, maintenant, un des sujets de ce webinaire, c'est de vous présenter les nouveautés de la dernière version de service virtualisation de Micro Focus, la 4.0, qui est disponible depuis le début de l'été. Et on a une approche qui reste la même, c'est-à-dire qu'on a des fonctionnalités nouvelles qui sont dans un canal public, c'est-à-dire qu'elles sont disponibles et pérennes, et on a des fonctionnalités qui viennent sous forme de bêta, ce qu'on appelle l'Early Adopter Programme, qui en fait vont être mises à disposition de nos clients, de nos partenaires, de manière à les évaluer et à les faire évoluer, à les façonner pour répondre vraiment aux besoins de terrain. De manière générale, la solution est développée en méthodologie agile, ce qui veut dire deux choses. La première chose, c'est qu'on a un rythme de mise à disposition des nouvelles versions qui est de l'ordre du trimestre. Donc, tous les 3 mois, on va avoir une nouvelle version avec des améliorations et des corrections. Et la deuxième chose qui est importante, c'est qu'on a, et notamment sur la base de ce Early Adopter Programme, la possibilité d'intervenir sur le backlog, donc de façonner la solution en fonction de besoins réels. Donc, on a un certain nombre d'exemples que je ne vais pas détailler ici, d'évolution de la solution qui viennent de besoins de clients, de partenaires réels et qui ont permis de faire profiter de ces améliorations à l'ensemble de nos clients. Donc sur la partie canal public, en termes de nouveautés, sur la partie
simulation, on a l'arrivée de ce qu'on appelle les Dynamic Data Rules, qui vont permettre, en fait, les règles, ce sont les règles qui vont permettre de gérer le comportement des services virtuels. Le côté dynamique vient du fait que dans un certain nombre de cas, on va avoir des données qui changent effectivement en fonction du contexte d'exécution. Et quand on va faire de l'apprentissage, ces données, elles vont être enregistrées à un instant T. Donc, pour justement avoir quelque chose qui fonctionne tout le temps, on va pouvoir activer ces Dynamic Data Rules et lier automatiquement les données dynamiques, détecter des modèles de dépendance entre les données et les implémenter plus facilement. Donc, on va avoir deux bénéfices directs: faciliter le design, accélérer le design, et améliorer en fait la simulation. Une deuxième amélioration qui arrive avec la 4.0 sur la partie simulation, ce qu'on appelle le data driving on server. En fait, quand on fait de la virtualisation de services, il y a deux axes, on va dire, majeurs: la technique, comment on intègre les services virtuels dans le système d'information, et la partie données, donc vraiment comment se comporte le service virtuel pour répondre aux besoins qu'on a définis. On sait déjà décorréler ces deux axes, ces deux approches, avec des gens qui ont des profils techniques sur le premier axe, et des gens qui peuvent être des gens non techniciens, des experts fonctionnels qui vont travailler sur la partie données, modèle comportemental. Ça, c'est quelque chose qu'on faisait exclusivement au niveau de la phase de design. Maintenant, avec cette nouvelle version, on peut le faire directement au niveau de la phase de mise à disposition, donc dans le serveur. C'est-à-dire qu'on ne va pas toucher au service virtuel directement, mais on va pouvoir, dans Excel, mettre à jour les jeux de données et les pousser pour que les services virtuels mis à disposition des consommateurs, donc déployés sur le serveur, tiennent compte de ces nouveaux jeux de données. En termes de techno supportés, les nouveaux protocoles qu'on a ajoutés avec la 4.0, première chose, côté finance, Swift et Fix, Swift étant un format d'échange interbancaire qui est très largement utilisé, et Fix qui est un équivalent sur la partie bourse, donc qui sont supportés aujourd'hui dans la 4.0. Et puis on a amélioré aussi le support de WebMethod, la solution de software AG, donc qui a souvent une position centrale au niveau des systèmes d'information, donc de type Enterprise Service Bus, avec une solution qui est non intrusive et qui va permettre d'adresser finalement toutes les technos qui sont couvertes par l'ESB de Software AG WebMethod. Au niveau d'infrastructure et licence, deux choses importantes. Le designer était déjà disponible en mode attaché au poste de travail, donc licence fixe et licence flottante, avec un système de jetons disponible via un serveur de licence, donc à l'utilisation. C'était pas le cas du serveur, le serveur ayant uniquement une licence fixe. On a introduit cette possibilité d'avoir des licences concurrentes aussi sur la partie serveur, notamment, pour donner un exemple concret, quand on va avoir besoin de monter un serveur pour un besoin ponctuel, un projet ponctuel. Donc le fait de pouvoir travailler avec une licence qui va être utilisée par différents projets en fonction du timing, du planning. Et puis d'autres possibilités, c'est le fait de pouvoir provisionner dynamiquement un serveur de virtualisation qui va venir consommer une licence, par exemple dans une phase d'automatisation type CI/CD. Et à la fin, quand le build a été testé avec des services virtuels qui sont mis à disposition par ce serveur monté temporairement, on détruit l'environnement et on libère la licence. Donc on va avoir de la flexibilité à ce niveau-là aussi sur la partie serveur. Autre chose, le serveur était disponible en 32 bits et 64 bits en termes de distribution. Le designer uniquement en 32 bits. Maintenant, les deux sont uniquement disponibles en distribution 64 bits, ce qui permet simplement, avec les dernières versions d'OS qui sont toutes 64 bits, de tirer parti de l'architecture des processeurs 64 bits vraiment de manière optimale, et aussi de pouvoir profiter de plus de mémoire. On n'est plus limité à 4 Go par exemple sur le designer, ce qui permet de travailler sur des modèles comportementaux plus complexes et optimiser les performances dans la phase de design. Sur la partie intégration, on avait déjà une intégration avec notre plugin Jenkins, HPE, qui permet de s'intégrer avec Jenkins et notamment les dernières versions de Jenkins pour tous nos outils d'automatisation, dont Service Virtualisation. Ce qu'on va rajouter là avec cette nouvelle version, c'est notamment le support des build pipelines et le fait de pouvoir scripter directement dans le pipeline Jenkins, ne plus seulement travailler au niveau des build steps. Ça, c'est pour la partie fonctionnalité grand public. Toute la partie Early Adopter Programme, donc fonctionnalité qui arrive, la distribution Linux pour la partie serveur, avec pour l'instant une première version
limité. On va avoir l'interface de gestion web, donc qu'on appelle Service Virtualization Management, qui est disponible. On a les outils de gestion en fait et l'API REST, donc tout ce qui permet d'automatiser les tâches sur le serveur pour s'intégrer notamment dans tout ce qui est process d'intégration continue. Et puis sur la partie technologie, on va avoir pour l'instant une couverture limitée, mais qui va être étendue au fur et à mesure avec SAP, REST, SOAP et tout ce qui est basé sur HTTP ou HTTPS. Également très important, la partie, ce qu'on appelle Connected Experience, en fait, c'est tout ce qui est mobile et IoT, donc le support des technologies sans fil en termes de protocole de communication. Donc XLAP, qui est un bon exemple d'ailleurs de la façon dont on travaille au niveau de la R&D, qui a été développé en collaboration avec Volkswagen, puisque Volkswagen est détenteur de la norme XLAP, donc qui est un protocole de communication qui permet de piloter en fait les systèmes embarqués dans les automobiles via un device mobile. Et puis, on a des choses plus génériques comme Bluetooth Low Energy GATT, Generic Attribute, qui est en fait une norme utilisée pour le mobile et l'IoT, et MQTT, qui est en fait la partie Message Queuing, Transport Télémétrie, qui est là aujourd'hui le protocole qui est le plus utilisé pour la partie IoT. Ça m'amène à la dernière grosse nouveauté dans ce canal Early Adopter Programme, qui est ce qu'on appelle le SV Lab. Le SV Lab, en fait, va introduire une approche vraiment différente de ce qu'on a fait depuis le lancement de la solution sur le marché, où le positionnement, c'était effectivement d'avoir une approche graphique qui s'adresse pas seulement à des populations techniques. Donc aujourd'hui, on voit avec l'évolution, notamment les évolutions dont on parlait en introduction, qu'on a un changement aussi qui se fait au niveau des usages, au niveau des équipes de dev et de test. On voit de plus en plus effectivement des profils dev-testeurs. On voit que effectivement travailler dans l'environnement de développement intégré, c'est un plus. Donc le designer est lui-même un environnement de conception et de développement. Le SV Lab va permettre de travailler soit dans le designer, soit dans l'IDE du développeur. Aujourd'hui, dans cette première mouture, on va supporter IntelliJ, mais vont arriver notamment Eclipse et d'autres IDE. Et l'objectif, c'est d'avoir vraiment la possibilité de générer ce qu'on appelle un lab, donc un ensemble finalement de services virtuels qui vont travailler et discuter ensemble et permettre à une application de les utiliser. Donc, c'est une nouvelle approche avec un langage de simulation basé sur du JavaScript, qui se prête vraiment à toute l'approche continuous delivery, et qui va permettre aussi de ne pas seulement rester sur des services virtuels qui répondent à des sollicitations. C'est le cas de l'approche historique, hein, on répond à un stimulus et on répond avec des données pertinentes. Là, on va aller aussi sur l'IoT, notamment avec MQTT, avec la possibilité de publier des informations, de souscrire à des listes de diffusion où cette information est disponible, et donc de travailler sur la partie invocation et pas seulement réponse à un stimulus. Donc ça, c'est vraiment une grosse révolution que je vais vous montrer lors de la démonstration. On montrera la partie classique et ensuite la partie SVLab. La démonstration, justement, pour commencer, première partie, on va travailler avec une application de démonstration qui consiste en fait à une application de demande de prise en charge de type assurance maladie mutuelle. Donc, on a une interface machine qu'on trouve à gauche où on va saisir les informations relatives à l'assuré, son nom, son prénom, son numéro de sécurité sociale, la date du soin, le type de soin, le montant. Et puis, on va faire un appel à un service web de type SOAP qui s'appelle Claim Processing, qui lui va processer la demande de prise en charge et en s'appuyant lui-même sur un autre service SOAP, service web de type donc Member Accounts, pardon, qui lui va gérer toutes les informations relatives à l'assuré. Donc l'idée, ça va être dans cette démonstration de vous montrer comment rapidement avec le designer, service virtualisation, on peut concevoir un service virtuel. En l'occurrence, on va virtualiser le second, Member Accounts, et on va arriver avec cette architecture-là, où on aura en intermédiaire ce service virtuel qu'on voit en gris sur la droite de l'écran, qui va être appelé par le service Claim Processing, et on pourra interagir aussi avec le service Member Accounts, on le verra pendant la phase d'apprentissage, donc de capture de l'information, pour pouvoir ensuite passer en mode simulation. Alors, on va basculer sur l'environnement de démonstration tout de suite. Donc, on est dans le designer. Quand on arrive dans le designer, on a une page de démarrage qui nous donne un certain nombre de modèles de conception.
Donc, ce sont des liens qui nous permettent de lancer donc un projet de conception de services virtuels. Et puis, on a aussi dans le deuxième onglet des tutoriaux donc sur un certain nombre de cas d'usage, de technologies qui vont vous permettre de démarrer rapidement avec la solution. Alors, on va partir dans un instant sur le premier modèle de conception donc, qui consiste à faire de l'apprentissage sur la base d'un service existant. Mais avant ça, on va regarder justement rapidement comment fonctionne l'application dont on parle. Et on a, alors je vais remettre ça en place pour qu'on puisse avoir une visibilité sur l'ensemble des éléments en même temps. Donc on a une interface qui est celle-ci. Et puis, on va faire un appel à ce service. Donc là, on vous affiche en fait finalement les logs, ce qui se passe en coulisses pour que ce soit plus lisible. Et si je fais une demande de prise en charge, je vais avoir la demande qui part ici, qui va ensuite être cascadée vers le Member Account Service pour toutes les informations relatives à l'assuré. Et je reçois ma réponse. Là, j'ai une approbation pour la demande de soins tout de suite. Alors, je vais fermer cette application. C'était juste pour vous montrer comment elle fonctionne. Et je vais partir sur le modèle de conception. Donc, deux solutions. Soit j'ai une description de mon service. Donc là, c'est du SOAP. Je vais avoir par exemple un WSDL. Soit j'en ai pas. Si j'en ai pas, je vais pouvoir partir effectivement de zéro en définissant la technologie, le transport. Est-ce que c'est de l'HTTP? Est-ce que c'en est pas, etc. Là, on va partir du principe qu'on a en fait ce WSDL, ce qui est en général le cas, même si le service n'existe pas, on a le contrat d'interface. Et il va sur la base de l'analyse de ce fichier me proposer de créer un virtual service, member account. Et il connaît aussi le real service. Il va me créer un projet de virtualisation qui finalement est l'espace de travail dans le designer. Donc, je ne vais pas modifier ces données-là. Je vais partir sur les données suggérées par le designer. Il va me créer le squelette, la configuration. Et on va arriver tout de suite sur en fait un service virtuel qui va être déployé en mode apprentissage, qui va écouter, donc exposer une interface à une adresse donnée. Et l'étape que je ne vais pas montrer là, mais que j'ai préparé, on va avoir besoin de modifier l'application pour qu'elle appelle le service virtuel et non plus le service réel. Donc j'ai un lanceur qui est prêt à l'usage, qui permet de relancer mon application dans les mêmes conditions, mais elle va, cette fois, appeler le service virtuel. Le service virtuel, lui, connaît l'adresse du service réel, va pouvoir rediriger les appels, ce qui va nous permettre de capturer les demandes. Donc si je fais une demande de prise en charge, j'ai toujours ces deux services qui sont sollicités, mais ici, je vais commencer à enregistrer des messages au niveau de mon designer. Donc, j'ai un certain nombre de jeux de données, je ne vais pas tous les passer. C'est vraiment pour comprendre les grands principes. Donc là, je vais arrêter mon apprentissage, j'ai 16 messages, je vais revenir ici, et là, je vais travailler sur la partie modèle de données ou modèle de performance. On va aller voir le modèle de données. Par exemple, j'ai des données qui ont été enregistrées pour la recherche d'assurés sur les différents cas de figure par lesquels je suis passé. Donc, j'ai fait 4 captures. Et ces données, en fait, elles sont auto-organisées, requêtes-réponses, liées entre elles, ce qui va me permettre d'avoir tout de suite quelque chose qui peut être réutilisable lors d'une simulation. Donc, le principe, ce sont ces règles qui vont permettre de définir le modèle comportemental et de jouer avec le modèle comportemental. Là, on va rester sur une approche vraiment d'introduction. On va passer en mode simulation tout de suite. Réutilisation des données enregistrées. Et cette fois, normalement, je ne dois pas appeler ce service réel, pardon. Je vais passer par le service virtuel. Donc, j'ai des messages qui arrivent sur le service virtuel qui est en mode simulation. Il me répond. Et si je continue à dérouler mes jeux de données, il va me répondre avec des données qui correspondent à la capture. Ces données, elles sont modifiables, évidemment. Là, on ne l'a pas fait, mais on peut les modifier. Donc, première partie de cette démonstration, l'approche classique en mode graphique avec de l'apprentissage. Deuxième partie de la démonstration, on revient sur les slides rapidement. On va travailler sur le SVLab justement. Donc juste pour vous faire une première introduction de ce qu'est le SVLab, avec un cas d'usage qui est celui-ci, qui est très concret. On est sur de la domotique avec des capteurs qui sont installés dans un logement avec un capteur dans le salon, un capteur dans la piscine. Donc là, on s'est fait plaisir, on a pris une maison avec piscine quand même pour la démonstration. Et ces deux zones donc sont équipées de capteurs qui vont remonter l'information, donc publier ces données vers ce qu'on appelle un broker, MQTT, donc architecture IoT type.
Et en fait, on va avoir de l'autre côté les utilisateurs qui, depuis leur mobile ou leur ordinateur, vont pouvoir savoir quelle est la température dans le salon, quelle est la température dans la piscine. Donc, on est sur cette approche-là. Maintenant, la question, c'est comment on fait côté donc application mobile ou application web pour développer et tester sans avoir ces capteurs qui existent physiquement, sans avoir un logement type. On va pouvoir recourir à la virtualisation. Donc, on va remplacer finalement les capteurs physiques par un SVLab. Pour cet exemple simple, pour 2 capteurs, on peut avoir un seul service virtuel qui va à la fois simuler donc la remontée d'informations qui viennent du salon et de la piscine et qui vont donc se substituer à ce que feraient les capteurs physiques, remonter ces informations vers le broker MQTT et permettre de voir ce qui se passe au niveau donc de l'application avec le tableau de bord qui donne la température des différentes pièces. Donc on va basculer de nouveau sur la partie environnement de démo. Donc ici, vous retrouvez le designer dans ce mode SVLab qui est un peu différent, donc avec des concepts nouveaux, comme je le disais, avec donc là un seul service qui correspond au statut finalement des capteurs, piscine et salon. Et on va avoir toujours cette approche. On a une interface, c'est le point d'entrée sur service. On a le modèle de service, c'est-à-dire finalement c'est comment se comporte le service. Et on a un niveau supérieur qui est le modèle d'application où on va pouvoir finalement avoir plusieurs services. On pourrait rajouter par exemple un service qui va permettre dans l'autre sens de contrôler donc depuis la console utilisateur le fait de lancer le système de chauffe ou pas dans la piscine par exemple pour être sûr que quand on rentre, l'eau est à température pour aller se baigner. Donc, tout ça, on va le voir rapidement. Je vais démarrer le lab. Et que va faire en fait finalement le lab, c'est qu'il va démarrer ici des remontées d'informations dans le broker MQTT qu'on va aller lire nous avec notre tableau de bord. Donc on voit effectivement les températures qui changent, on voit que le statut de chauffe aussi peut changer à on ou à off. Et on a comme ça un certain nombre de jeux d'essais qu'on a définis au niveau du statut service modèle. Alors, avant de finir la démonstration, juste pour vous présenter à quoi ça ressemble, en fait, finalement, on est sur une approche vraiment framework JavaScript, qui permet de définir, par exemple, une interface de service MQTT et après, d'aller dire, voilà, moi, je vais sur le salon rajouter, envoyer une information comme quoi la température est 24, je vais arrêter le système de chauffe. Et comme ça, on peut créer des modèles comportementaux très simplement. Donc là, c'est un cas simple, mais ça vous permet de voir comment ça se présente. On est sur du code, on est sur une approche plus technique et on va pouvoir travailler directement dans l'IDE en option, pas seulement dans le designer. Donc voilà pour cette partie démonstration. On va conclure pour laisser la place aux questions. Donc rapidement, les points clés à retenir sur service virtualisation. Les bénéfices, donc élimination des délais, réduction des risques, donc meilleure qualité, meilleure couverture de tests, donc plus de tests plus tôt, plus souvent, réduction des coûts, puisqu'on ne va pas forcément avoir besoin de mettre en place des environnements réels. Comme on l'a vu notamment avec la dernière démonstration, on peut très bien développer et tester une application sans avoir les capteurs physiques et l'infrastructure IoT réelle. Voilà, dernière chose à ajouter, on a des intégrations natives de services virtualisation avec nos solutions d'automatisation, de tests fonctionnels et de tests de performance. Donc UFT, l'INFT, LoadRunner, Performance Center. Donc, on a des intégrations qui permettent aussi de travailler sur le référentiel ALM et de stocker finalement les services virtuels dans le référentiel et de les utiliser comme des ressources de test. Voilà. Donc, vous pouvez tester la solution. On vous a mis le lien ici d'accès à la version d'évaluation. Et on va passer aux questions. Merci Guillaume. Pour l'instant, alors est-ce que vous avez des questions? N'hésitez pas à les poser sur le module questions qui se trouve en bas à droite de l'écran. Ce webinaire sera enregistré, donc on l'enverra à toutes les personnes. Vous pourrez également communiquer le lien à vos collègues qui sont intéressés par le sujet. Vous pouvez également télécharger les slides dans le module Handout, qui se trouve également en bas à droite de l'écran. Pas de questions.
Alors, avant de conclure, on vous donne rendez-vous sur nos 2 prochains événements. Le 10 octobre, nous avons l'événement de lancement de la société de Nouveau Microfocus, où on va présenter tout ce qui est stratégie, vision de la société. Donc, si vous n'avez pas encore reçu l'invitation, je vous l'enverrai juste après le webinaire. Et on a un deuxième webinaire le 19 octobre sur notre solution Apple Suite. Voilà les 2 prochains rendez-vous à ne pas manquer. Eh bien, il est 14h30. Merci à tous pour votre participation. Très bon après-midi. À bientôt. Au revoir. Merci Guillaume. Merci Lénat, merci à tous, au revoir.